Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour notre dernière session de la semaine, je retrouve Valérie Forestier, notre invitée qui est à l'honneur cette semaine. Valérie, metteur en scène de la compagnie Le Commun des Mortels, pour nous parler de son coup de cœur. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Donc le coup de cœur, Camille, mon envolée de Sophie Dole. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce livre-là depuis le début de la semaine, mais Sophie Dole, c'est aussi une romancière parce qu'elle a écrit d'autres livres. Peut-être que les autres n'ont été possibles d'ailleurs que parce qu'elle a commencé par celui-là, parce que c'est un premier roman. Et écrire ce type de livre en premier roman, c'est aussi... comment dire, il y a un tour de force de sa part d'avoir traité le sujet qu'elle traite, la mort de sa fille unique, emportée comme ça, de manière brutale, en 4 jours, et d'avoir traité ce sujet avec autant de vie, finalement. Et encore plus un premier roman, quoi. Il n'y avait même pas l'entraînement de d'autres avant. Non. En sachant en plus que ceux qu'on suivit, on a l'impression que celui-ci a déverrouillé quelque chose. Ouais. Quand on voit les thèmes abordés dans les 2 autres. Ben alors voilà, moi j'ai acheté les 3 du coup en me disant que j'allais enchaîner. Pour l'instant, j'ai pas encore lu. Oui, des fois on peut faire une pause. Les 2 qui viennent. Mais non, mais j'avais hyper envie. Après voilà, je suis dans d'autres lectures aussi et tout, mais Sophie Dole a quand même un rapport étroit dans sa vie avec la mort, voilà. Et effectivement, elle a, quand elle avait une vingtaine d'années, je crois, 19 ans, 19 oui, ans, quand elle a perdu sa mère, oui. Voilà, sa mère a été assassinée, et je crois que c'est elle qui a trouvé en plus le corps de sa mère. Enfin bon, voilà, moi j'ai pas encore lu les bouquins, mais du coup, elle est... Oui, mais enfin, quand on lit la 4e, on sait que sa mère a été assassinée d'une 40aine de coups de couteau. Oui, voilà, c'est un meurtre très violent, c'est un meurtre avec violence, voilà. Et donc elle a effectivement raconté comment, dans la suture, je crois que c'est comment elle vit ce meurtre de sa maman. Et puis... et essayer de reconstituer aussi l'histoire de cette maman qui était très mystérieuse. Ouais. Là, vous m'en apprenez. Hein. Et voilà. Et puis après, il y a le dernier bouquin qui parle vraiment du rapport qu'elle peut initier avec le meurtrier, quoi. Voilà. Mais tout ça, pour moi, c'est assez flou puisque j'ai pas encore ouvert ces bouquins. Alors bon, c'est vrai que pour ceux qui ont envie de lire après Camille, mon envolée, donc il y a le 2e qui s'appelle La Suture. Ouais. Le 3e, c'est Au Grand Lavoir. Ah mais c'est ça, qui porte bien son... Enfin voilà, j'imagine qu'il porte bien son titre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut se laver un petit peu de la souffrance Ouais. Ouais. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est et puis qu'est-ce que ça veut dire pardon, non mais parce que... En fait, je pense à ça parce que c'est ce que... L'autre jour, on parlait de ça et on parlait du rapport qu'elle a aussi au monde qui l'entoure, à la mort, voilà, à la mort de sa fille. Et je pensais à ça, en fait. Je pensais aux femmes qui pardonnent aux bourreaux de leurs enfants. Je dis aux femmes. Je dis aux femmes parce qu'en fait, je pense à une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et justement où une mère avait décidé de pardonner le meurtrier de sa fille, etc. Et il y a une vraie puissance dans le pardon, visiblement, et pour elle, et pour
le mec qui a tué sa fille. Et c'est marrant parce que je pensais à ça dans Camille mon envolé. Il y a quelque chose un peu comme ça, une rédemption ailleurs que dans la colère, quoi. Trouver une paix parce que on pardonne aux événements, à l'injustice de la vie, à soi aussi de pas avoir pu mettre en œuvre ce qu'il fallait. Enfin voilà. Et en fait, ça me fait penser à ça. Et en fait, dans Le Grand Lavoir, elle va entrer en rapport avec le meurtrier de sa mère. Donc, voilà, je suis assez curieux de voir. C'est vrai qu'en plus, elle l'a rencontré de manière très étonnante. Elle était, je crois, à un salon ou à une dédicace dans une librairie. Ben, c'est sûr qu'elle a été mise en lumière par son bouquin aussi. Par La Suture. Ouais, donc, voilà. Elle était en dédicace pour son livre La Suture dans une librairie, là où habite le meurtrier de sa mère, qui avait quand même pris perpète, et qui a été libéré après 18 ans. Et alors, je ne sais pas si c'était un grand lecteur, cet homme-là, ou est-ce qu'il savait que c'était elle? Enfin bref, et c'est à cette occasion-là... Qu'est-ce qu'il est venu faire là, hein? C'est à cette occasion-là qu'ils se sont rencontrés, quoi. Ouais. Et qu'après, elle en a fait, par la suite, un livre. Donc... c'est très, enfin, ça doit être effectivement très. Il n'y a pas de haine non plus. Elle disait, enfin, dans une interview que j'ai pu voir, il y avait là non plus, il n'y a pas de haine de sa part. Alors, est-ce que c'est la puissance du pardon? Est-ce que elle ne parlait pas de pardon, mais d'essayer de se mettre un petit peu dans la peau du meurtrier, de l'humaniser en l'imaginant adolescent. Et à la fois, elle avait la subtilité de le marionnettiser, comme elle disait dans son livre, et pour en faire un homme de chiffon, quoi. Ouais. Donc, oui, pour enlever après, tout le poids. Peut-être que c'était sa manière à elle, finalement, de prendre sa revanche, entre guillemets. Mais bah voilà, c'est aussi... moi, je trouve évidemment que il ne s'agit pas de victimiser les bourreaux, mais je pense que quand même on a une force quand on fait ce travail de comédien, comédienne, c'est une forme d'empathie, et on trouve toujours chez les salauds, d'ailleurs dans les rôles de salauds, on trouve toujours, pour que ça puisse être crédible, ce qui va les humaniser et ce qui va les rendre fragiles, parce que c'est plus intéressant de décréter qu'il y a quelque chose de perturbé chez un être humain plutôt que de considérer que ce type est un monstre. Voilà. Et parce que, évidemment, je pense, moi, qu'il y a parfois des perturbations chez les êtres humains et que ça les rend malheureux et qu'ils font des choses qui dépassent le cadre de la légalité. Pour dire joliment les choses. Voilà, pour dire joliment. Mais donc, il ne s'agit pas de victimiser les bourreaux, mais il s'agit d'imaginer effectivement que tous les gens ont été des bébés, des petits-enfants de 5 ans, 10 ans, qu'ils ont vécu des trucs et qu'on est le produit de ces additions-là. Alors, il y a parfois des dysfonctionnements psy, mais il y a aussi des dysfonctionnements sociaux et familiaux. Et on ne gère pas tous les choses et on n'assimile pas tous et toutes les choses de la même manière. Et donc, il y a des réponses à l'environnement qui sont parfois violentes. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de victimiser les bourreaux, mais on peut se questionner sur... et imaginer, quoi, se questionner sur pourquoi cette vie est un peu plus difficile et pourquoi des gens en arrivent à développer ce genre de comportement. Et du coup, évidemment, ça nous ramène à un questionnement collectif sur ce qu'on fait les uns des autres, sur voilà, la misère. C'est un petit peu responsable de la fabrique de ces monstres. Ben voilà, on est dans une... Je veux dire, si on est tous responsables du coronavirus, on est certainement tous responsables de la manière dont on éduque nos enfants collégialement, de la manière dont on dirige, du mur dans lequel on envoie cette société, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça n'excuse pas les meurtres, ça n'excuse pas les cons, mais
on peut se poser des questions, voilà, sur pourquoi les gens font. Et donc, évidemment, certainement qu'elle se pose ce genre de questions quand elle rencontre son beau. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais voilà, je peux imaginer. Oui, après, quand vous dites une poupée de chiffon, c'est aussi intéressant de remettre les événements à un endroit où on peut avoir une prise sur eux. Voilà. On est aussi dans une société où on est un peu, on nous enlève un peu des moments de vie, on nous dépossède et on suit un peu un mouvement. Donc, et on sait bien que pour être fort, il faut pouvoir dominer aussi ce qu'on vit, c'est-à-dire maîtriser, quoi. Ben oui, mais pas maîtriser, mais avoir un regard sur ce qu'on veut vivre et décider des choses. Et voilà, donc peut-être que pour ne pas subir, il faut décider qu'effectivement, cet homme n'est pas aussi dangereux ou n'a pas eu autant de poids qu'il pensait en avoir. Il faut démystifier peut-être. Et à la fois, bon, elle disait que c'était un meurtre qui était impossible à comprendre. Donc, oui, c'est pareil. Il ne s'agissait pas dans ce livre de victimiser le bourreau. Mais le fait d'en faire un personnage de roman, oui. C'est quand même une manière aussi pour elle de mettre la main dessus, si je puis dire, et de pouvoir en faire ce qu'elle veut, et de lui faire dire ce qu'elle a envie de lui dire. C'est un jardinier, il est devenu jardinier, bon, donc voilà, c'est peut-être une manière utile au collectif, là aussi, puisqu'elle en fait un roman, de maîtriser quelque chose, quoi, par la littérature, toujours. Oui, c'est ça, de trouver comment elle va pouvoir être plus en paix avec ça. Et vivre en paix avec son histoire, quoi. Oui. Parce que c'est quand même pas une histoire banale. Non, c'est d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu conduit à acheter les bouquins, parce que c'est comme un jet aussi, hein, c'est-à-dire c'est une femme qui tout d'un coup par la mort de sa fille, après voilà, je veux dire, il peut y avoir des millions de conjectures, mais je veux dire, c'est une comédienne, elle joue des tragiques, les trucs de lignée, les trucs de, voilà, elle perd sa mère, elle perd sa fille, enfin c'est des espèces d'occurrences comme ça, d'événements qui sont très prégnantes, quoi. C'est assez hors du monde, quoi, ce genre d'événement. Dans ces conditions-là. Voilà, ouais. C'est ça, en plus, un meurtre avec violence, et puis une mort foudroyante de sa fille. Voilà, on pourrait, si on était dans une pièce des anciens Grecs, y voir une espèce de malédiction d'un dieu de l'Olympe, quoi. Je veux dire, c'est très proche des dynasties maudites par les dieux, quoi, grecs. Donc voilà, c'est assez c'est assez troublant. C'est assez troublant. Ouais. Et donc Sophie Dole a réussi à en faire des livres, à se réapproprier aussi. Elle le dit, sa mère était très mystérieuse, donc ça a été aussi l'occasion de partir à la recherche de sa mère, de mieux la connaître, de ne pas la réduire finalement à ce meurtre. C'est intéressant, ça. De l'humaniser, de lui donner une vie d'avant, de l'imaginer jeune fille, de lui donner une vraie vie, quoi, et de ne pas la réduire à sa fin, qui est tragique. Ouais, c'est intéressant parce que d'autant plus aujourd'hui. D'amour, enfin, d'humanité vis-à-vis, comme elle a eu dans je trouve, dans ce Camille, mon envolée, où elle aurait pu ne faire qu'un état des lieux de son effondrement. Elle a choisi de célébrer autre chose que ça. Voilà, de célébrer la vie, pour en faire éternellement une enfant de papier, joyeuse, pleine d'humour. Et elle a fait la même chose finalement avec sa mère. Ce sont des actes d'amour qui sont vraiment très très forts, quoi. Ouais, puis voilà, c'est ça, c'est qu'elle elle organise le monde qu'elle veut vivre, quoi. C'est-à-dire malgré les événements tragiques et auxquels on peut pas échapper,
elle organise quand même quelque chose qui lui permet de continuer d'exister, quoi. Et de justifier sa propre survie, finalement. Ouais. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est... Moi, j'ai hyper hâte de lire les deux. Les deux autres que j'ai achetés depuis 2 mois à la petite marchande de prose. Donc, je rappelle le titre de votre coup de cœur, donc Camille, mon envolée, de Sophie Dole. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et qu'on a survolé, La Suture et Au Grand Lavoir, donc les 3 livres de Sophie Dole, en espérant qu'on vous a donné l'envie de découvrir cette belle écriture, cette comédienne à la belle plume d'écrivain. Ouais, elle est magnifique. Et merci Valérie de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup Nathalie. Parmi que je vous ai kidnappé parmi votre emploi du temps quand même assez... oui, foisonnant, surchargé. Voilà, surtout en ces temps. Merci, j'espère qu'on se retrouvera comme l'année précédente, qu'on se retrouvera l'année prochaine. Avec joie. Un coup de cœur, parce que c'est notre rendez-vous annuel également. Oui. Donc merci et puis à une prochaine fois. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sophie Dole, Camille, mon envolée. Toujours le mardi 24 décembre. En rentrant des pompes funèbres, de chez Manu donc, c'est le début de la nuit de Noël. On a tout de suite rallumé la bougie mauve, ta bougie, qui maintenant s'appelle Clochette. Tu vas comprendre bientôt pourquoi. Perchée sur le petit livre aux étoiles. On a ouvert des bouteilles. On a beaucoup bu, tu sais, dans les premiers jours. Delphine a dû s'occuper de sortir des choses comestibles du frigo, susceptibles de nous nourrir un peu, à la bouchée, pour déposer dans l'organisme les quelques calories qui devaient nous permettre de ne pas mourir tout de suite. Mais comment c'est possible, bordel, qu'on ne soit pas mort tout de suite ? Et on s'est mis à améliorer le brouillon de la cérémonie, chercher des musiques, trouver des textes. C'était un moment très fou, ce réveillon dans ta disparition. Le monde entier s'échangeait des cadeaux et mangeait de bonnes choses dans des promesses de réconciliation familiale et de paix retrouvée. Nous, dans la lumière de notre sapin très beau, très scintillant, très vaillant de verdure et de guirlandes, nous préparions le chaud pour notre enfant morte. Agglutinés derrière l'ordi, on faisait défiler toutes les chansons, toutes les musiques que tu aimais. Et on se foudroyait le cœur, et on rouvrait une bouteille, et on chantait faux entre les sanglots, et on se prenait dans les bras, et on passait à la suivante, et on la coupait parce que c'était trop dur, et nos corps se pliaient en une danse atroce, moitié dans la musique, moitié dans l'effondrement. À 22h, on était très saoul, et on avait fini par lister. 1. Ton poème de quand t'avais 12 ans, celui de la petite fille dans la clairière. 2. Un extrait des Demoiselles de Rochefort, bien sûr. Et 3. On My Own, que Tantine voulait absolument parce qu'elle adore et que tu l'avais chanté à ton dernier concert avec ta prof de chant. Elle a préféré partir tôt, Tantine. Elle était crevée et elle avait besoin d'être seule, de nous laisser seuls. Alors, on est resté seuls. 2e nuit. C'est celle où Françoise, la voisine, m'a envoyé un texto le lendemain matin disant qu'elle avait entendu ma plainte toute la nuit. C'est celle où on s'est engueulé avec papa comme ça ne se reproduira plus jamais, 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 je le jure. Chacun cherchait à faire la démonstration auprès de l'autre de la suprématie de sa propre douleur. Moi, avec les images de ton agonie, si présente encore, si traumatisante, répétant à papa « Et ce petit rictus là, horrible, ineffaçable, toi tu ne l'as pas vu !» Lui, parlant du malheur, du malheur, du malheur qui encore une fois le frappe. Moi, surenchérissant. « Oui, mais toi t'as pas trouvé le cadavre de ta mère violée et assassinée à coups de couteau quand t'avais 20 ans !» Lui. « Mais, oui, mais toi t'as pas... »
Bon, tu sais, il n'aime pas qu'on en parle. Épouvantable compétition. Chamaillerie désespérée. Affreuse ruse pour ne pas laisser entrer dans notre être la réalité de ta mort. Réflexe mesquin de séparation, d'adversité, de coupure. Comme si nous livrer à ces petites guerres allait nous tenir hors de la grande tragédie. On se volait dans les plumes comme des vautours autour de ton cadavre. Charcuterie, barbarie. On s'agitait dans un cyclone de haine pour faire digue contre l'effroi qui noyait nos vies à la vitesse d'un raz-de-marée. Et puis, j'ai senti qu'il valait mieux céder, se laisser entièrement dévaster. Surtout, je crois, j'ai eu le sentiment qu'on était en train de t'insulter, que nous aboyer dessus dans un centième bocal de haine atomique, comme tu les détestais tellement, était une salissure pour le début de ta demeurance, de ton outre-vie, que se broyer à plaisir te rendait soluble dans les débris du couple. La vie assassinée, oui, mais pas la vie dégradée par notre propre laideur. Alors on s'est regardé. Très loin, au fond des yeux de l'autre, on t'a vu enfin passer, ange, colombe. Le vrai ravage, c'est toi qui n'es plus là. 3, c'est 2 + 1. Maintenant, c'est 2 - 1. Tu butinais de l'un à l'autre, tu faisais la valeur d'équilibre, le fléau de la balance. Maintenant, c'est le fléau tout court. Et c'est le vide qui doit faire l'équilibre. Je crois qu'à ce moment-là, secrètement, silencieusement, assis sur nos tabourets de cuisine, on s'est juré de ne plus jamais s'entre-dévorer comme ça. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.